Aimeriez-vous diriger un vrai pays lors de la Troisième Guerre mondiale sans la provoquer? La suprématie? World War III est un jeu de stratégie JCG gratuit où vous dirigez une nation moderne pour dépasser 99 joueurs en temps réel. Gérez votre économie, développez une armée avec chars, avions, sous-marins et choisissez entre alliances ou actions en solo. Warmonger s'étale sur plusieurs jours ou semaines, vous jouez à votre rythme. Oui, c'est multiplateforme, donc vous reprenez votre guerre partout. La saison 19 vient de sortir avec de nouveaux points de contrôle, une carte immense et 2 officiers légendaires, Alexis et Raphaël. Si vous êtes nouveau, une unité de canon électromagnétique d'élite vous attend dans un pack de démarrage d'une valeur de 40 valable 30 jours. Cliquez sur le lien dans la description pour tester sur PC, iOS ou Android et obtenir votre pack de démarrage. Voici la vidéo d'aujourd'hui. 2026 débute un peu follement. Et personne ne le sait mieux que monsieur Nicolás Maduro. Il y a seulement quelques jours, Maduro était un dictateur. Il dirigeait une nation souveraine soutenue par de puissants alliés comme la Russie, la Chine, Cuba et l'Iran, protégée par des milliers de soldats loyaux. Depuis son palais à Caracas, Maduro a comparu aujourd'hui devant un tribunal de Manhattan sous garde américaine après l'une des opérations militaires éclairs les plus stupéfiantes de l'histoire moderne. La poussière retombe encore à travers le Venezuela. Avec un nouveau président en place, Donald Trump affirme que le pays pétrolier est désormais sous nouvelle direction. Alors comment diable cela a-t-il pu arriver? Comment les États-Unis ont-ils pu entrer dans une capitale bien armée et soutenue internationalement et arracher un dictateur et sa femme de leur lit en quelques heures à peine? Comment diable les États-Unis ont-ils réussi à être aussi précis? Et pourquoi ont-ils emmené Maduro mais ont-ils refusé de s'occuper du reste de son cercle rapproché? Où vont les choses maintenant? Et pourquoi a-t-on l'impression que tout avance si vite? Et puis il y a les autres questions. Où était Vladimir Poutine? Où était Xi Jinping? Où était Téhéran ou la Havane ou Pyongyang? Et qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver ensuite? On essaie de s'y retrouver? Si vous avez fait de votre mieux pour suivre le chaos au Venezuela, on ne pourrait pas vraiment vous en vouloir si vous avez la tête qui tourne. Depuis des mois, il était évident que quelque chose allait se passer au Venezuela, très probablement avec des soldats américains sur le terrain. Même parmi les analystes de conflits mondiaux les plus optimistes, presque personne n'avait prévu que ce serait si rapide ou facile pour les forces américaines après la décision de Washington d'agir. Et il faut être très clair. Même dans un monde qui a récemment été témoin de quelques exploits stupéfiants en matière de renseignement militaire, comme les attaques par pagés d'Israël contre le Hezbollah ou l'opération Spiderweb de l'Ukraine à travers la Russie, cette opération pour éliminer Maduro était d'un tout autre niveau. Qu'on approuve ou non les actions de Washington, la réussite militaire américaine est indéniable. Lors d'une opération combinée d'avions, hélicoptères, missiles et forces spéciales, les États-Unis ont neutralisé les défenses du Venezuela, enlevé le dirigeant et son épouse, puis se sont retirés en 4 heures. Il n'y a eu aucun combat urbain, aucune occupation militaire, aucune réponse coordonnée des forces vénézuéliennes, et tout cela sans aucune perte de vie américaine. Première question à poser. Comment les États-Unis ont-ils réussi cela? D'après des médias disposant de sources à tous les niveaux de la direction politique et militaire américaine, cette opération a été préparée pendant des mois, constamment répétée, et s'est appuyée sur d'excellents renseignements en temps réel. Selon Reuters, le principal service de renseignement extérieur des États-Unis, la CIA, avait une équipe sur le terrain, à proximité immédiate de Maduro depuis des mois, surveillant ses déplacements quotidiens. Ils ont, je cite, reproduit exactement la planque de Maduro, et compris sa routine au point de pouvoir choisir quand l'enlever. Les opérateurs spéciaux qui ont dirigé l'opération, la Delta Force, l'unité d'élite américaine, ont pu répéter l'opération avec une grande précision avant qu'elle n'ait lieu. Selon les responsables américains, la mission nom de code Opération Résolution Absolue devait avoir lieu quelques jours avant la date effective, mais elle a d'abord été retardée à cause de conditions météorologiques imparfaites. L'opération elle-même a mobilisé plus de 150 avions américains lancés depuis 20 bases à travers l'hémisphère occidental, selon le président des chefs d'état-major américains, le général Dan Kane. Ces avions incluaient soit des chasseurs furtifs F-22 et F-35, un EA-18 Growler, un bombardier B-1 des ravitailleurs, des avions de commandement, d'autres chasseurs et des drones de surveillance. Je dois reprendre mon souffle ici, incluant au moins un exemplaire du très secret et rare ARQ-170. Les chasseurs furtifs ont d'abord neutralisé les défenses aériennes vénézuéliennes, puis les B-1 et FA-18 Super Hornet ont traversé les lignes ennemies. Ils avaient attaqué des bases, des sites stratégiques et d'autres points clés pour neutraliser les défenses vénézuéliennes.
en même temps en utilisant des capacités non divulguées que Donald Trump a qualifiées d'une certaine expertise que nous possédons. La plupart de Caracas étaient dans le noir, et plusieurs capacités militaires proches du sol semblaient inefficaces à distance. Le raid de la Delta Force a utilisé un convoi d'hélicoptères militaires, Apache et Viper d'attaque, Black Hawks pour les troupes et Chinooks pour le transport lourd, capables de transporter des dizaines d'opérateurs par hélicoptère. Volant à basse altitude au-dessus de la ville avec le soutien des pilotes du prestigieux 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, les Night Stalkers. Le convoi a essuyé des tirs et un hélicoptère a subi des dégâts non létaux, mais les forces américaines ont réussi à s'infiltrer dans le complexe de Maduro. Au sol, la Delta Force et les opérateurs du FBI ont suivi le plan d'assaut répété qu'ils avaient leur préparé. Les autorités vénézuéliennes déclarent désormais qu'une grande partie de la garde personnelle de Maduro a été tuée lors de l'opération. Une fois de plus, les forces américaines ont pris contact avec Maduro et ont établi le contrôle suffisamment rapidement pour qu'il ne puisse pas accéder à une pièce sécurisée. Il a donc été vite transféré sur le navire amphibie United States Ship Iwo Jima. Bien sûr, aussi impressionnante que cette attaque ait été, une question demeure. Comment les États-Unis ont-ils pu être aussi précis et empêcher que les choses ne tournent mal à n'importe lequel des innombrables points de défaillance possibles auxquels ils auraient pu être confrontés? Le renseignement américain a clairement été déterminant dans la réussite de l'opération. Non seulement sur la résidence de Maduro et ses habitudes, mais aussi sur l'emplacement des défenses vénézuéliennes et les moyens de les neutraliser. La citation. L'expertise évoquée par Trump permettant aux États-Unis de désactiver une grande partie de Caracas reste pertinente même si sa nature exacte n'est pas claire. Il semble que les États-Unis viennent de démontrer leur capacité à désactiver essentiellement de nombreuses capacités de défense du Venezuela, ainsi que son infrastructure plus large. Selon des sources américaines qui se sont confiées à la presse internationale, les forces vénézuéliennes ont opposé une certaine résistance, mais rien de comparable à ce qu'elles auraient dû pouvoir accomplir en théorie, en raison des divers systèmes de défense anti-aérienne russes présents dans le pays. Avant de continuer, je voudrais nous présenter à ceux qui découvrent notre couverture pour la première fois. J'ai l'impression que cette vidéo sera populaire. Nous, à Warfront, sommes une addition assez récente à l'analyse des conflits. Mais nous pensons que nous offrons ici sur YouTube quelque chose qui peut percer à travers le bruit auquel nous sommes tous habitués dans les médias mondiaux. Chez Warfront, notre équipe a pour mission d'offrir des explications claires et ciblées sur les conflits et changements géopolitiques mondiaux, avec tout le contexte et toutes les nuances que vous devriez pouvoir avoir à votre disposition. Nous ne prétendons pas être des experts, nous ne prétendons pas être impartiaux. Au lieu de cela, nous essayons d'être un relais pour toutes les meilleures analyses d'experts que nous pouvons trouver, présentées de manière à ce qu'elles aient du sens et soient réellement pertinentes, tout en restant conscients de nos biais, afin qu'ils n'affectent pas notre contenu autant que possible. Si cela vous intéresse pour votre consommation médiatique, abonnez-vous. Pour soutenir notre travail, visitez notre site premium Frontsco. Là-bas, nous explorons davantage les conflits peu médiatisés et invitons des experts et journalistes primés à partager l'essentiel selon eux. Votre soutien élargit notre équipe, permet plus de contenu gratuit et préserve notre indépendance financière sans compromis. Merci de votre intérêt. Et maintenant, revenons à notre sujet. Au fait, ce n'est que 5$ par mois ou 50$ par an. C'est une bonne affaire, je pense que c'est une bonne affaire, mais évidemment c'est ce que je dirais de toute façon, n'est-ce pas? Des questions émergent alors que la poussière retombe. Il faut aussi envisager que les États-Unis aient reçu plus d'aide interne que Nicolás Maduro ne l'avait prévu. Cela pose une autre question. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas éliminé le cercle proche de Nicolás Maduro alors que la succession au Venezuela est sans clair? Delcy Rodríguez, vice-présidente de Nicolás Maduro, a échappé à l'attention des États-Unis pendant l'opération et est désormais présidente par intérim. Grâce à la Cour suprême, également survivante, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, est sorti indemne, comme en témoignent ses nombreuses apparitions à la télévision vénézuélienne. Dans la foulée, le cercle rapproché de Nicolás Maduro, politicien et élite nationale, semblait aller très bien. Le New York Times indique que les responsables américains considéraient déjà Delcy Rodríguez comme une remplaçante adéquate à Nicolás Maduro. En raison de sa gestion de l'industrie pétrolière du Venezuela, selon un haut responsable américain anonyme au Times. Je suis sa carrière depuis longtemps, j'ai donc une idée de qui elle est et ce qu'elle représente. Fin de citation. Des analystes estiment que le soutien américain à Rodríguez et le choix de ne pas éliminer toute la direction vénézuélienne soulèvent une autre question.
Combien de ces hauts responsables étaient soit d'accord pour que Maduro soit écarté, soit ont peut-être même aidé à le trahir. Nous devons également nous interroger sur les principales figures de l'opposition vénézuélienne, récente lauréate du prix Nobel de la paix, María Corina Machado et son adjointe. Qui aurait pu légitimement réclamer la présidence lors de la dernière élection que l'opposition accuse Maduro d'avoir truquée? Machado et ses alliés ont activement courtisé Trump pendant des mois, allant même jusqu'à lui dédier son prix Nobel de la paix après l'avoir reçu, en soutenant les affirmations de Trump sur la fraude électorale de 2020 aux États-Unis. Mais maintenant, Trump semble avoir tourné le dos à Machado, affirmant ce week-end qu'elle n'avait pas le respect dont elle aurait eu besoin au Venezuela pour gouverner. Cette décision a du sens, bien que des millions de Vénézuéliens aient soutenu la destitution de Maduro selon de récents sondages. Cela ne signifie pas que les Vénézuéliens accepteraient une ex-dirigeante de l'opposition imposée unilatéralement par la diplomatie américaine. De plus, une grande partie de l'armée vénézuélienne resterait fidèle à Maduro. Et si Machado avait simplement été propulsé au pouvoir immédiatement, sa vie aurait probablement été en grand danger. L'ancien vice-président de Maduro a beaucoup moins de chances de faire face à ce problème. Même si elle faisait partie d'un régime que l'Amérique qualifiait régulièrement d'illégitime, ses récentes déclarations à la presse s'opposant aux actions américaines ne semblent pas poser problème. Comme l'a dit Marco Rubio, l'avenir ne se jugera pas seulement sur les déclarations en conférence de presse. Il y a beaucoup de raisons différentes pour lesquelles les gens passent à la télévision et disent certaines choses dans ces pays, surtout 15 heures ou 12 heures après. L'ex-dirigeant du régime est désormais menotté. Fin de citation. La décision de privilégier Delcy Rodriguez à Machado pose une question sans réponse pour l'instant. Washington va-t-il essayer de placer un dirigeant vénézuélien élu à la présidence aussi rapidement que possible ? A-t-il choisi une option suffisamment avantageuse pour vouloir la conserver à long terme ? Une question connexe est de savoir qui dirige vraiment le Venezuela aujourd'hui. Là encore, Donald Trump a apporté un début de réponse. Il a déclaré ce week-end que les États-Unis allaient gérer le Venezuela pendant quelque temps, dans un groupe non précisé. Trump a expliqué que les États-Unis n'avaient, je cite, « pas peur d'envoyer des troupes sur le terrain et qu'ils allaient en réparer les infrastructures pétrolières vénézuéliennes pour, je cite, « faire couler le pétrole ». Dimanche, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rejeté cette affirmation, affirmant à la télévision que l'Amérique maintiendrait son embargo pétrolier et utiliserait son influence pour encourager des changements internes sans diriger directement le Venezuela. Dimanche, Trump a réitéré ses propos, notamment sur la nouvelle présidente Delcy Rodriguez, je cite, « Si elle ne fait pas ce qui est juste, elle va en payer le prix fort, probablement un prix plus élevé que Maduro. » Dans cette interview au New York Post, Trump a dit que si Rodriguez répond aux attentes américaines, les États-Unis n'auront pas à déployer de troupes sur place. Autre question importante, que veut l'Amérique vu l'intérêt marqué de Trump, Rubio et d'autres responsables américains pour le pétrole vénézuélien ces derniers jours ? Nous les croyons sur parole, mais la situation pétrolière est plus nuancée. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète, avec plus de 300 milliards de barils, mais ce pétrole diffère de celui d'Alaska ou des États du Golfe. Le pétrole lourd vénézuélien nécessite un traitement et un raffinage spécialisés pour être utilisable, et peu de pays disposent des installations nécessaires pour le traiter. Mais devinez qui en a à l'Amérique ? Elle possède 6 installations spécialisées sur la côte américaine du Golfe, à environ 2000 miles ou 3200 km de là. Il y a aussi un élément stratégique majeur à prendre en compte. La Chine est le principal destinataire des exportations de pétrole vénézuélien, représentant environ 80% de ce que le Venezuela exporte. Même si ce pétrole ne couvre qu'une faible part de la consommation chinoise, les États-Unis en profitent en le retirant à Pékin, notamment avec des entreprises américaines comme Chevron, déjà présentes au Venezuela et prêtes à investir massivement dans la réhabilitation des infrastructures pétrolières, sous le contrôle d'un régime favorable aux États-Unis. Et en parlant de la Chine, il est temps d'aborder la question principale de cet épisode. Où étaient donc la Russie, la Chine ou les autres adversaires du Venezuela ? Pour la Russie, la réponse courte est que la Russie a tenté d'aider Maduro, mais son soutien s'est révélé insuffisant. La Russie a fourni au Venezuela la plupart de ses systèmes de défense aérienne significatifs, ainsi que des missiles lancés par des avions de chasse qui étaient censés représenter une menace pour les forces américaines. Mais ces défenses aériennes n'ont pas fonctionné comme prévu, ont été neutralisées ou détruites par les avions américains, ou rendues inopérantes par l'action américaine en coulisses, voire une combinaison de ces facteurs.
Les missiles antinavires russes du Venezuela, devant être lancés depuis ces chasseurs russes, auraient été détruits au sol ou neutralisés selon des sources américaines. Et en ce qui concerne un effort plus important en temps réel pour intervenir, je veux dire qu'était censé faire la Russie. Ses forces combattantes sont presque entièrement engagées en Ukraine, et elle n'a pas la capacité d'envoyer rapidement ses forces de réserve à l'autre bout du monde. En nombre important, elle n'aurait pas pu contester la supériorité navale et aérienne des États-Unis dans le sud des Caraïbes, surtout après leur renforcement récent. Et l'opération réelle des États-Unis contre Maduro a été rapide et directe, car dès que les États-Unis ont décidé d'agir contre Caracas, tout ce que Moscou a pu faire, c'est émettre des condamnations depuis la touche. Quant aux autres alliés du Venezuela, chacun d'entre eux avait ses propres raisons de ne pas venir à la défense de Maduro. La Chine s'oppose à l'action militaire américaine et demande aux États-Unis de cesser de renverser le gouvernement vénézuélien, mais ses intérêts pétroliers ne justifient pas une intervention directe. La Chine n'engage jamais d'action militaire directe à l'étranger, et sa capacité à projeter des forces à travers le Pacifique reste incertaine. La nation de Cuba, qui soutient depuis longtemps le Venezuela en tant que partenaire direct, a effectivement tenté de soutenir Maduro du mieux qu'elle pouvait. D'après des sources américaines, Maduro était protégé par des gardes du corps et conseillers militaires cubains, et son pays comptait sur des scientifiques, médecins, agents du renseignement et autres assistants cubains. L'armée cubaine actuelle est très dépassée, et elle ne représente guère une menace pour les États-Unis, surtout parce qu'elle est si proche du continent américain qu'elle est à portée de pratiquement tout ce que Washington possède. En Iran, la direction fait déjà face à de nombreux problèmes. En prenant du recul sur les affaires mondiales, il reste une dernière question à poser. Qu'est-il arrivé à ce nouvel ordre mondial multipolaire évoqué récemment par Xi Jinping, Vladimir Poutine, des analystes et notre équipe sur le front? Et en réalité, la réponse est simple, c'est cela, la multipolarité. Sous ce nouvel ensemble de règles qui régissent de plus en plus le pouvoir et la géopolitique à travers le monde. Les nations puissantes bénéficient d'une latitude accrue pour mener des actions sans opposition, parfois violentes, dans les pays qui se trouvent dans leur sphère d'influence. Le rôle des lois internationales, des droits de l'homme, des autorités mondiales ou d'une puissance agissant comme police du monde se réduit de plus en plus, pour tenter de s'y opposer aux grandes dames de Poutine, Xi et d'autres partisans d'un monde véritablement multipolaire. Voilà à quoi cela ressemble lorsque non seulement ces nations, mais toutes les nations interagissent sur la base de la multipolarité. Il s'avère que le Venezuela était bel et bien dans la sphère d'influence de l'Amérique, que l'influence russe et chinoise soit damnée. La chute de Nicolás Maduro n'est pas seulement un tournant pour le Venezuela, c'est un tournant pour l'Amérique latine et pour le monde entier. Dans les semaines et les mois à venir, nous allons en apprendre beaucoup plus sur la direction que vont prendre tous ces changements. Et toutes ces questions brûlantes, ainsi que d'autres, vont trouver leurs réponses. Pour l'instant, cependant, la direction du Venezuela a été changée par la force, et ni le Venezuela ni aucun de ses alliés de longue date n'ont pu faire grand-chose à ce sujet. Supremacy World War 3 est un jeu de stratégie JCG en ligne gratuit sur la guerre mondiale moderne. Cliquez sur le lien pour un pack de démarrage exclusif avec l'Elite Railguna 40 gratuit 30 jours pour les nouveaux joueurs. Merci.